Bien le bonjour les Inxéos, et aujourd'hui on va parler de Justice League, faute d'un clou. Faute d'un clou. Le titre est complètement foireux, faute d'un clou. Faute d'un clou, ça signifie qu'il te manque un clou pour terminer ton action. Exemple, cet après-midi, par ce magnifique temps ensoleillé de juillet, je comptais terminer la fabrication, la construction de la barrière tout autour de ma maison. Faute de clou, faute d'un clou, j'ai dû reporter mes projets et aller à Weldom. Là, ça fonctionne. Mais là, l'histoire commence à cause d'un clou. C'est donc la faute d'un clou. C'est de la faute d'un clou. Il manque des mots là, ben Dieu. Là. Alors, en VO, on se prend moins la tête, ça s'appelle the nail, le clou. Comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, c'est scénarisé par Alan Davis et c'est également lui qui s'occupe du dessin. Dans l'édition Urban que voici, qui fait 312 pages, qui est sortie il y a peu pour la modique somme de 30 balles, hein, toujours 10 centimes de la page à peu près, chez Urban, nous avons la compilation de 2 récits. The Nail, qui est sorti en 98, en 3 chapitres de 48 pages chacun, et The Nail 2, le clou 2, le retour. La suite qui, elle, date de 2004, qui s'appelle Another Nail, un autre clou. Également scénarisé et dessiné par Alan Davis. Qu'est-ce que ça nous raconte? On est sur un principe de Elseworld, tout ce qu'il y a de plus basique. Et je vais vous lire le petit poème d'introduction qui est fort à propos et que j'ai beaucoup apprécié. Faute d'un clou, l'on perdit le fer. Ah, mais c'est pour ça que ça s'appelle faute d'un clou, c'est la première phrase du poème. Faute d'un clou, l'on perdit le fer. Faute d'un fer, l'on perdit la monture. Faute d'une monture, l'on perdit le héros. Faute d'un héros, l'on perdit la bataille. C'est ainsi que l'on perdit un royaume. Faute d'un clou. À cause d'un clou, fiché dans le pneu de la voiture familiale de Jonathan Kent et Martha Kent, ces derniers ne peuvent se rendre à l'endroit où ils étaient censés se rendre le jour où ils ont croisé la route de la navette spatiale contenant le bébé Kal-El, qui s'est craché dans le champ de maïs de par chez eux. Et ils se sont contentés, ce jour-là, de rester à la maison. Et de ce fait, ils n'ont jamais rencontré celui qui aurait dû devenir leur fils adoptif, Kal-El, Superman. Donc, le postulat de base de ce récit, il est simple. On est dans un monde dans lequel Superman existe, parce que on a vu en tout cas le vaisseau passer, hein, voilà, hein, il est quelque part, mais on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas comment. Est-ce qu'il a été recueilli par d'autres gens? Ça, on l'apprendra ou pas dans ce bouquin. Il faut bien comprendre qu'on arrive sur un récit dans lequel Superman n'existe pas. Mais par contre, tout l'univers d'ici qui est autour, il n'est pas vraiment chamboulé. On a Lex Luthor, qui est toujours cet homme d'affaires extrêmement puissant, qui ici est le maire de Metropolis, et qui voue une haine farouche envers les super-héros de tout poil, envers les méta-humains. C'est-à-dire qu'il a réussi, lui et pas que lui, hein, mais en très gros, il y a une vraie fracture dans la société américaine qui s'est créée entre les méta-humains d'un côté et les humains. On se croirait dans un film de X-Men, voilà, il y a une vraie fracture. Quoi. Et tout ça n'est pas aidé par les médias qui aiment rajouter de l'huile sur le feu, hein, voilà, la désinformation, la manipulation, une thématique qui revient très souvent dans ce récit. Donc, eh bien, il est très difficile pour la Justice League de cet univers de lutter. Parce que, et ça c'est un premier petit défaut que j'émettrais à l'encontre de ce bouquin, bien qu'il n'y ait pas Superman, on est sur un univers extrêmement classique en réalité. Les gentils restent les gentils qu'on connaît, les caractérisations sont respectées, on est sur une version très âge d'argent en fait des personnages. Hein. D'ailleurs c'est dit par Alan Davis dans la préface. Alan Davis est un grand fan de la période années 60, donc de l'âge d'argent, et donc il a voulu rendre hommage à cette période. Et c'est pour cette raison qu'il nous a servi des personnages extrêmement classiques dans leur caractérisation, dans leur développement. Donc rien de bien nouveau, la Justice League elle est là, quasiment au grand complet, il manque juste Superman, mais on est sur des personnages classiques qui font le bien. Les super vilains restent les super vilains, Lex Luthor, le Joker, ça reste des salopards qui font des saloperies. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que à part 2 ou 3 personnages d'arrière-plan comme Jimmy Olsen, comme Perry White, qui changent de métier au passage, il n'y a pas vraiment de grande altération majeure en fait dans cet univers. Ça reste une histoire très classique de la Justice League en soi. Quoi qu'il arrive, il est très compliqué pour ces super-héros de la Justice League de faire leur travail dans un monde qui semble ne plus vouloir d'eux. Eux ainsi que tous les autres méta-humains qui composent cette planète.
Et d'autant plus qu'il semble qu'il y a une conspiration qui grossit, qui grandit dans les ténèbres. Une conspiration qui a pour but de nuire. Alors déjà, dans un premier temps, de discréditer toutes les actions des gentils héros, des gentils super-héros, mais par la suite, de leur nuire complètement. Voilà. Donc on est vraiment dans ce paradigme-là à l'entrée du récit. Il y a de la tension. Je vous disais que c'était un récit hommage à l'âge d'argent. Dans ma bouche, ça pourrait être une insulte, mais en réalité, il n'en est rien, puisque je vais ouvrir un peu parce que putain, faire des vidéos dans la voiture, ça devient un calvaire. En réalité, il n'en est rien parce que les enjeux sont présents. On ressent le danger constamment, il y a une menace qui plane sur nos personnages préférés. Et donc en cela, ça se différencie très clairement du Silver Age, qui, à cause du Comics Code Authority, ne proposait pas d'histoires vraiment haletantes dans lesquelles les personnages étaient mis en danger. Là, on sent qu'il y a quand même une menace qui pèse sur eux, mais il y a un côté très Silver Age, dans certains procédés de narration, par exemple, c'est-à-dire qu'on a des petites séquences, alors c'est pas invasif du tout, c'est vraiment utilisé avec parcimonie et tant mieux, on est sur de l'hommage hein, uniquement. On a 2-3 petites séquences dans lesquelles les personnages commandent ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, je suis désolé, mais en 98, ça paraît déjà désuet, ça paraît déjà suranné. Hein. Donc vraiment, c'est des petites notes comme ça qui sont là pour faire un hommage tout simplement. Et ça ne me dérange pas. Et puis si l'on occulte le fait que oui, il y a des enjeux, oui, il y a quand même de la tension, on peut suivre ce récit, enfin cette histoire est quand même vachement haletante, comparée à une histoire du Silver Age qui est toujours cul la praline. Si on occulte ça, c'est vrai que le dénouement final, que je ne vous spoilerai pas évidemment, en tout cas de ce premier chapitre qu'est The Nail, ce premier récit, est très clairement, une fois de plus, un hommage à cette période de l'âge d'argent, qui fait référence d'ailleurs à une série du Silver Age, mais je n'en dirai pas plus. Je vous garde la surprise. Alors, est-ce que ça spoil? Non, c'est bon. Regardez-moi, c'est magnifique. Je vous laisse admirer les dessins d'Alan Davis au passage. Tout en couleur. Il y a un petit côté, je trouve, cartoon à la Ed McGuinness. Alors, personnellement, je préfère Ed McGuinness, qui a un style beaucoup plus reconnaissable, avec des mâchoires bien carrées, un style très cartoony aussi, dans l'utilisation des couleurs. Et je regarde vraiment s'il n'y a pas de spoil, parce que ça peut aller très vite. Moi, ça m'a rappelé ces récits, vous savez, de Jeff Loeb et Ed McGuinness, justement, Superman, Batman, du début-milieu des années 2000. Ça m'a vraiment rappelé ça, au niveau du visuel en tout cas. Cette histoire est fort sympathique. Il n'y a rien de transcendant parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment d'altération. Je veux dire, c'est pas du Flashpoint. Le but d'un Flashpoint, c'est de déstructurer tout l'univers d'ici pour constamment prendre à contre-pied le lecteur et le connaisseur. Cyborg prend le rôle de Superman dans le sens où c'est lui le super-héros ultime dans l'univers de Flashpoint. Le Joker est la mère de Bruce Wayne, donc on change complètement d'identité, on change même de sexe du personnage. Bruce Wayne est mort. Voilà, il y a des vraies altérations majeures, des vrais changements dans Flashpoint qui rendent cet univers absolument incroyable et novateur pour un connaisseur. Une guerre mondiale destructrice entre les Amazones et les Atlantes. Aquaman qui est presque un super vilain, hein. C'est un tyran. C'est presque le méchant de l'histoire, quelque part. Donc ouais, dans Flashpoint, vraiment, tout est chamboulé. Ici, c'est pas le cas. On est sur une histoire très classique de la Justice League, c'est juste que Superman n'existe pas. Mais ça change pas énormément de choses au final, si ce n'est peut-être... ce récit, en fait, permet de faire le focus, de faire l'éclairage sur quelque chose qui n'est pas forcément tout le temps mis en avant dans les histoires avec Superman, c'est le rôle passif de Superman, ce rôle de médiateur qu'il peut avoir. Parce que Superman, c'est quelqu'un qui fait la jonction entre les deux peuples, entre les humains et les méta-humains, entre les aliens et les gens comme vous et moi, les simples citoyens. Superman, il a dans son ADN ce côté méta-humain, mais de par son vécu, de par son éducation, eh bien, ça reste un humain, quoi, grosso modo. Et donc, il permet de faire la jonction, et c'est très souvent lui qui est le chef de la Justice League et qui a ce rôle de médiateur, ce rôle d'intermédiaire, en fait, entre les deux peuples, entre les deux blocs. Et ici, étant donné qu'il n'existe pas, ce rôle revient à Wonder Woman,
qui est la chef, hein, la leaduse, est-ce que ça se dit la leaduse? La chef de la Justice League. Mais tu comprends très vite qu'elle n'a pas forcément le même charisme que Superman. Je dis pas qu'elle a pas de charisme, hein, Wonder Woman, c'est juste que dans ce rôle-là, elle est peut-être moins douée que lui, naturellement. Et forcément, eh ben, ça entretient cette fracture qu'il y a entre la Justice League, enfin entre les méta-humains, entre les super-héros et le reste du peuple. Parce qu'on n'a pas ce liant qu'est Superman, en fait. Tu vois, c'est comme un bon plat, une bonne blanquette de veau, bordel. D'un côté, tu as la viande, les champignons, les carottes, quoi, et puis de l'autre côté, tu as le riz. Et le principe de la blanquette, c'est d'avoir une sauce bien crémeuse, bien onctueuse pour lier tout ça, tu vois? Et ben, Superman, il a ce rôle de liant. Superman, c'est la sauce, en fait. C'est pour ça le S? Je tiens un truc là, non? Non? Certaines ficelles peuvent paraître relativement visibles au début de l'histoire parce que comme j'expliquais, les méchants restent dans le rôle de méchants, donc forcément Lex Luthor qui plus est maire de Metropolis qui a plus de pouvoir qu'il n'en a jamais eu quasiment et tu t'imagines que, bah, lui forcément il n'est pas tout blanc dans cette affaire, puisqu'il y a de plus en plus de législations qui sont votées pour discriminer les méta-humains. Il y a vraiment tout ce sous-texte, portant sur la ségrégation raciale qui est toujours présent, hein. Après, c'est des thématiques extrêmement banales, hein, la ségrégation raciale, enfin la discrimination, le racisme et la désinformation, la manipulation des médias. C'est des thématiques toujours très banales, mais voilà, ça fait toujours plaisir quand c'est traité dans une œuvre. Et, euh, et c'est ce qui est fait ici. Et ouais, il y a des ficelles qui pourraient paraître visibles, des éléments que tu penserais prévisibles, mais en réalité, il n'en est rien parce qu'il y a un petit coup de génie de la part d'Alan Davis qui fait que la résolution de cette première histoire, The Nail, et ben moi personnellement en tout cas, hein, ça sera peut-être pas votre cas, mais moi, bah, là pour le coup, il m'a pris à contre-pied. Là, je m'y attendais pas du tout. Là, j'ai été bluffé. Malgré ça, il utilise à un moment un procédé avec lequel je suis pas trop d'accord parce qu'on est plus sur du mensonge en fait. C'est-à-dire que pour te faire croire à la présence d'un personnage ou même d'un concept au sein de son intrigue, il va jusqu'à déformer physiquement un autre personnage en fait, tu vois, qui va servir de leurre pour que tu crois à ça. C'est difficile à expliquer quand tu peux pas spoiler. Et quant à la résolution de cette histoire-là, et ben, tu te dis: «Ouais, il s'est foutu de ma gueule, c'est un mensonge». Là, pour le coup, je suis pas trop fan de ce procédé, mais voilà, après c'est pas ça qui enlève l'intérêt de la lecture. Donc petite surprise assez sympathique, voilà, ça se lit relativement bien, il y a beaucoup d'action, étant donné que c'est déconnecté de toute continuité, on peut se permettre de faire mourir des personnages à la volée. Donc il y a ce côté un peu la injustice où, en tournant la page, tu sais pas qui peut mourir. Donc ça, c'est toujours cool. C'est ce qui n'existe plus dans la continuité, évidemment, parce qu'on sait très bien qu'il n'arrivera rien aux personnages principaux. Là, c'est un peu plus compliqué, quoi. Tout le monde peut être en danger. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Il y a un côté un peu haletant. Et je vais m'arrêter là parce que, en réalité, j'ai pas encore lu End of a Nail. J'ai pas encore lu le deuxième récit, donc la suite, hein. Ah, je vais juste vous montrer un petit visuel qui fait plaisir. Là, sur cette chaîne, Aquaman, Orm, Vulko, Mera, ça fait plaisir de les voir. Et une version alternative du Marine Marauder, qui était un personnage masculin pendant l'âge de bronze, et qui réapparaît ici dans une version féminine, pourquoi pas. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en réalité, donc comme je vous l'expliquais, on a The Nail et The Nail 2, End of a Nail, et je n'ai pas encore lu End of a Nail, mais je voulais à tout prix faire cette vidéo en plusieurs étapes parce que je ne sais pas quand je vais lire la suite et si je la lis dans 2 semaines, j'aurais oublié des éléments du premier récit, donc voilà, au moins c'est fait. Pour l'instant, cette première histoire était relativement sympathique, il n'y a rien de transcendant, attention, il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a quand même des choses extrêmement classiques dans le traitement des personnages. Et de ce fait, est-ce que cette première histoire, qui compose clairement la moitié du bouquin, justifie l'achat du volume? Eh ben, j'y répondrai dans la deuxième vidéo, les petits gars, qui viendra très très vite dans la foulée, je pense. Voilà, voilà. Et je ne vous ai pas montré trop de visuels parce qu'en réalité, étant donné, comme je vous l'expliquais, que c'est une histoire déconnectée dans laquelle tout peut se passer,
chaque page peut contenir un spoil, hein, donc vraiment je vous garde la surprise, mais c'est très cool. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui sont utilisés, hein. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai tout le lore, du 4e monde, on a les non, ça je ne vais pas vous le dire, mais voilà, il y a quand même beaucoup on ratisse large dans l'univers d'ici et toujours avec justesse. Il n'y a pas ce côté très invasif qu'a, bah, justement, on en parlait de Jeff Loeb dans certains récits où il te bourre de personnages et tu te dis: «Mais pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il fout là?» Jeff Loeb, c'est un peu son défaut, je trouve, de vouloir trop en faire avec trop de monde. Là, non, là, il y a des petits passages à droite à gauche, mais c'est toujours justifié et puis, voilà, c'est toujours léger et il y a rien de bien méchant à ce niveau-là. Ce coup-ci, je pense que j'ai fait le tour, bordel, non? Bon, on va parler de la suite, pour le coup. Faut bien comprendre que, The Nail 1 représente 50 du bouquin, à peu près 150 pages, et The Nail 2, lui aussi 150 pages à peu près, hein. Les 2 récits se valent en termes de taille, pas en termes de qualité. J'ai détesté cette suite. C'est vraiment tout ce que j'aime pas lire dans un comics de super-héros et ça représente tous les en fait, ça réunit tous les archétypes de la mauvaise suite, la suite de trop, en fait, très clairement, la suite qui n'a pas lieu d'être. On aurait dû se contenter du premier récit. Je peux pas trop vous montrer des images parce que du coup ça spoil la première partie. Donc écoutez, je ne vous montrerai pas de page pour le coup. On est vraiment, comme j'expliquais, sur l'archétype de la suite qui veut trop en faire. Déjà, elle va essayer d'apporter un peu d'éclairage sur des zones d'ombre du premier récit. Alors, d'aucuns me diront que c'est peut-être une bonne chose d'expliquer des choses qui étaient absentes dans le premier récit, qui étaient laissées en suspens. Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose. Dans le sens où, par moment, il faut avoir des zones d'ombre, il faut avoir une petite part de mystère pour laisser travailler l'imagination. Et le fait de vouloir aller expliquer des choses qui étaient volontairement laissées en suspens dans le premier récit, eh ben, je trouve pas que ça serve forcément le récit. Alors c'est assez drôle parce que le récit est structuré un peu de la même manière dans le sens où la menace, elle reste inconnue jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier tiers, en fait, tu sais qu'il se passe quelque chose de très grave, c'était exactement ce qui se passait dans le premier récit, mais tu ne peux pas mettre un nom parce que, l'identité de cette menace ou, alors, s'agit-il d'un concept, s'agit-il d'un individu? Tu n'en sais rien, tout ça est pour le coup passé sous silence jusqu'à la fin. Donc ça rappelle un petit peu le premier récit dans ce sens-là. Hem, Ça fonctionne beaucoup moins bien ici, parce que en ce qui concerne la menace en elle-même, c'est beaucoup moins original, en fait. On se retrouve sur quelque chose de très basique, de très classique dans un récit de la Justice League. Trop basique. Hem, c'est aussi une mauvaise suite dans le sens où ça reprend les ingrédients du premier, j'allais dire du premier film, de la première histoire et ça l'étend. Ça l'étend au maximum, c'est-à-dire que là où la première histoire se passait quasiment exclusivement sur Terre, pas que, mais on était quand même à 75-80 sur Terre. Là, on est dans un délire très cosmique, qui plus est, impliquant le multivers. Donc en plus d'être dans l'espace, on va toucher à plusieurs terres parallèles. Et forcément, ça implique une multitude de personnages. Et là où cette multitude de personnages était maîtrisée dans le premier, ça ne l'est plus du tout ici. Là, il y en a beaucoup trop, ça déborde, ça dégueule, il y a des personnages de partout. Même quand tu crois qu'on t'a balancé tout l'univers d'ici à la gueule, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eue, hein, c'est qu'à chaque page, on me balançait l'univers d'ici à la gueule, dans son intégralité, dans tous ses concepts, de Jonah X jusqu'au dernier pignouf de la Terre X, enfin bref. Même quand tu crois que tu as tout eu, t'en as encore, t'en as encore, t'en as encore. Alors dans Crisis Infinite Earth, ça marche parce que Crisis Infinite Earth, c'est un récit de 500 pages. Là, on est sur une histoire de 150 pages. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que là, c'est too much. Tu vois, c'est vraiment cette suite qui veut en faire plus que le premier. Donc on rajoute pas mal de trucs, mais au final, ça ne rajoute rien. Rien d'intéressant. Et étant donné qu'il y a énormément de personnages, et ben, forcément, on va fractionner tout ça. On va faire coopérer certains personnages entre eux, on va créer des petits groupuscules de l'autre, il va y avoir des binômes d'un côté, et cetera. Donc on va suivre plusieurs axes qui vont forcément se réunir à la fin pour affronter la menace commune. Et tous ces axes, en fait, vont être racontés de manière très hachée. Ça rappelle Joe Kelly, en fait. Joe Kelly, c'est pareil, il avait énormément de personnages, il était obligé de tout segmenter
et tu te retrouvais avec à chaque fois une page concernant un groupe, une autre page concernant un groupe, une autre page concernant un groupe et tu as l'impression que ça n'avance pas en fait. Voilà, c'est vachement haché et ça m'a rappelé Joe Kelly à bien des égards. Non seulement dans cette façon de raconter l'histoire, mais aussi donc dans la forme, mais aussi dans le fond. Pourquoi dans le fond? Parce que on retrouve tout ce délire cosmique, scientifique, incompréhensible. Mais vraiment, il y a du bullshit incompréhensible à chaque putain de page. Ça m'a rappelé Joe Kelly et ça m'a rappelé dans ses meilleures œuvres Grant Morrison, quoi. Alors on va essayer de trouver deux, trois exemples là. Donc là par exemple, on retrouve Flash et Atom qui sont en train de se livrer à une expérimentation de vitesse et pas que. Ce sont deux personnages dits scientifiques, hein, Ray Palmer et Barry Allen, et donc forcément il n'est pas exceptionnel de les voir se livrer à des digressions scientifiques entre eux. C'est juste que là, l'exemple que je vous cite, il est valable pour beaucoup d'autres personnages également qui ne sont pas forcément de base des personnages dits scientifiques. Tu n'arriveras à rien avec un chronomètre. Ce qu'on appelle le temps n'est pas immuable. Jusque-là, ça va, je comprends. La proximité d'une masse gravitationnelle provoque une réduction inverse de ce que tu nommerais le flux temporel, mais c'est infinitésimal. Là, je vais me renseigner pour savoir dans quel casier on a rangé les pagaies. En oubliant le fait qu'on est au sommet d'une masse énorme, pour mesurer une variation à cette altitude, il faudrait un temps et une précision. Bon sang, Barry. Bah oui, bon sang, Barry. Alors, Barry, bordel! Tiens, pendant que j'y suis, là, je vous parlais de beaucoup de personnages OSEF. Il y en a qui sont là que pour 5 secondes, avec des noms flingués, des costumes dégueulasses. Je suis Ultra. Ma femme, la princesse Projectra, est à l'origine de l'illusion que vous venez de voir. Deuxième femme, c'est pas notre mère. Bon, il y a des gosses avec. Hein. Il y a des gosses super-héros avec. Donc là, il t'explique qu'ils font partie de la légion des super-héros du XXe siècle. Super, putain, il n'y avait pas assez de persos, il faut qu'on me rajoute le concept de la légion. Les dimensions utilisées comme raccourcis dans l'espace s'écroulent. Il a fallu toute notre puissance hybride. La cellule est arrivée via la téléportation et les vecteurs du transit du subespace. Le corps des Green Lanterns qui couvre l'univers entier a donc été en première ligne, oui, parce que je ne vous ai pas résumé le scénario, mais en très gros, l'histoire commence par une menace qui pèse sur le corps des Green Lanterns et pas que. Et il se passe beaucoup de choses choses très étranges sur la planète principale, comme si des portails interdimensionnels étaient ouverts sur d'autres terres. Voilà. C'est du bullshit multivers. Hein. Dessad a compris que, telle une amibe cosmique, elle n'est motivée que par l'appétit et ne se rend pas compte de la dévastation qu'elle cause. En très gros, c'est une grosse balle, quoi. C'est un gros ballon dans l'espace qui bouffe tout. Un cerveau électronique ne saurait sans doute pas naviguer dans la masse cosmoplasmique. Mais tu vois, je sais pas, moi personnellement, je passe peut-être pour un débile, mais moi là, je piche pas en fait. Je piche pas cosmoplasmique. Je suis obligé d'aller ouvrir un putain de dictionnaire pour savoir ce que ça veut dire cosmoplasmique. Alors vous allez dire, oh, c'était à moitié con. Je suis à moitié con, mais en fait, moi, si tu veux, tu vois, moi par exemple, si je devais t'expliquer comment désosser une épaule de veau, je te dirais pas, grâce à la pointe de ton couteau, effectue un léger tracé sur le périoste du scapulum afin de le décoller à blanc du paleron. Non, je te dirais, avec ton couteau bien aiguisé, frérot, fais le tour du gros os. Faut vulgariser, bordel. Faut vulgariser parce que là, tu peux me raconter la situation que tu veux, tu peux me raconter l'action que tu veux. Si tu vulgarises pas, j'y comprendrai rien, je passerai complètement à travers. Les mecs se complaisent dans leur bullshit scientifique là, putain. Ils comprennent leur charabia scientifique, mais c'est pas le cas de 80% de leur lectorat, peut-être même plus. Ça me gonfle, ça me gonfle. Ou alors que ça, ce soit propre à des personnages extrêmement intelligents, tu vois, genre Mister Terrific qui parle à Ray Palmer, forcément, ils utilisent des termes que nous autres, pauvres terriens, auxquels nous autres, pauvres terriens, n'avons que difficilement accès. Là, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand c'est n'importe quel personnage qui, pour t'expliquer ce qu'il est en train de voir, il part dans ses délires, dans ces considérations-là, ah, je suis perdu. Bref, ce deuxième récit était trop, ça m'a saoulé. Et puis, en plus de ça, j'ai l'impression qu'il n'assume pas le propos du premier récit. J'ai l'impression que The Nail 2, là, il n'assume pas du tout le postulat de base de The Nail 1 qui était, on va essayer d'imaginer un monde sans Superman.
Là, on est sur une histoire totalement classique qu'on pourrait retrouver dans un Justice League par Joe Kelly ou Justice League par Grant Morrison. Donc finalement, tout le concept Elseworld, il en prend un gros coup dans la gueule. Toute l'originalité qu'il y avait dans le premier récit, en fait, elle disparaît ici. Et du coup, ça m'a fait réfléchir sur l'originalité, entre guillemets, justement, du premier récit. Au final, il n'y en a pas vraiment. Parce que le postulat de base de The Nail 1, c'était imaginer un monde sans Superman. Il est quelque part par là, mais il n'agit pas en tant que Superman. Il existe peut-être Kal-El, mais en tout cas, Superman n'est pas là. Il n'existe pas. Et comme je vous expliquais, ça change pas grand-chose. La Justice League est là, Wonder Woman elle a son costume, tous les personnages ont leur caractérisation et leur costume qu'on leur connaît. Les méchants restent les méchants, comme j'expliquais, il n'y a pas de grande altération en fait dans cet univers. Et du coup, tu as l'impression que Superman, à part ce rôle de lion, la sauce, dont je vous parlais dans la première partie de cette vidéo, et ben finalement, il n'y a pas grand-chose qui le caractérise de plus et qui le rend unique. Moi, tu vois, si on m'avait demandé d'imaginer une histoire dans laquelle les super-héros existent mais sans Superman, eh bien, j'aurais fait changer de parcours pour beaucoup d'entre eux. Par exemple, il y a des personnages qui n'évolueraient pas dans les mêmes circonstances. Il y en a peut-être qui évolueraient clandestinement. Tous ne seraient pas devenus des super-héros parce que Superman, c'est quand même celui qui, d'après John Byrne, a inspiré Diana à devenir Wonder Woman, tu vois. Donc pourquoi pas imaginer que Diana, elle existe, mais pas en tant que Wonder Woman. Elle opère dans l'ombre, elle fait le bien, pourquoi pas, mais de manière complètement anonyme et elle n'a pas cette iconographie qui va avec. Tu vois, j'aurais imaginé ça, moi. J'aurais imaginé qu'il y a des gentils qui finalement deviennent des salopards, ou pas forcément des salopards, mais plus des anti-héros, parce qu'il n'y a pas Superman qui les a inspirés, qui en a fait des êtres dignes et des êtres droits. Et ça, on ne l'a pas assez dans le premier récit, en fait. Donc, du coup, je me pose des questions quant à la légitimité, finalement, de ce premier récit dans lequel, soi-disant, Superman n'existe pas. Au final, ça ne change pas grand-chose, quoi. Quasiment rien. Voilà, voilà. Bref, Justice League, faute d'un clou, est-ce que ça vaut le coup? Bah, en fait, pour 30 balles, non. Moi, limite, tu vois, j'aurais préféré que les deux bouquins sortent indépendamment, enfin, que les deux récits sortent indépendamment l'un de l'autre, et qu'on ait la première histoire dans un bouquin entre 15 et 17 euros, et je me serais contenté de celle-là, en fait. Voilà. Voilà. Parce que là, bon, bah, du coup, tu es obligé de lire les deux, tu es obligé de claquer 30 balles, et cette suite, elle me fait chier. Elle me fait chier. Donc, constat plus que mitigé sur faute d'un clou. Allez, on se retrouve très bientôt, les petits gars, pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Ciao!